suite à cette visite d'un lieu quand même assez particulier, on a réuni avec nous d'anciens et d'anciennes et actuelles également, directrices et directeurs de la revue Tangence, autour d'une table ronde. D'abord, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer et je remercie aussi Robert Dion qui malheureusement ne pouvait pas être présent avec nous, qui enseignait aujourd'hui, mais qui va participer par le biais d'une capsule vidéo. Merci de vous prêter à l'exercice. Le but de la table ronde, c'est de faire un retour ensemble sur l'histoire de la revue, mais un retour qui est incarné, qui passe par vos expériences, puis aussi à travers le choix d'un numéro. J'ai demandé à chacune d'entre vous de choisir un numéro particulièrement intéressant, représentatif de la ligne éditoriale de la revue, et de nous le présenter sous la lumière que vous pouvez lui apporter, parce que je vous ai demandé de choisir un numéro que vous avez dirigé, donc que vous connaissez bien. Tout d'abord, je voudrais juste que chacun d'entre vous se présente brièvement, peut-être en mentionnant les années où vous avez été à la direction de la revue, puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Donc peut-être d'abord Lucie, puis Marc-André et Roxane. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, bonsoir. Moi, mon nom est Lucie Guillemette. J'ai dirigé la revue Tangence à partir de l'an 2000 jusqu'à 2007, à l'été 2007. Donc, ce qui couvre une vingtaine de numéros. Donc, j'étais co-directrice de la revue et depuis les quartiers de l'UQTR, en collaboration avec les acolytes de l'UQAR de l'époque. Merci Lucie. Marc-André? Oui, alors Marc-André Bernier, je suis professeur au département de lettres et communication sociale à l'UQTR. J'ai été associé au tout début de la conjointitude, c'est-à-dire de la direction bicéphale UQAR UQTR, de sorte que je me suis joint à la revue en même temps que Lucie, je crois, 99 ou 2000, et j'en ai assuré tantôt la co-direction, tantôt la direction jusqu'en 2010. J'ai fait un bref retour quelque part, je crois, en 2017 ou 2018, à mon retour de sabbatique, pour 1 an, et puis voilà. Merci. Et Roxane? Oui, bonjour. Alors, Roxane Roy, je suis professeure d'histoire littéraire du 17e et 18e siècle à l'Université du Québec à Rimouski. Alors, moi, je suis à la direction et à la co-direction de la revue Tangence depuis presque mon entrée en poste à l'université. Alors, j'ai été co-directrice de 2007 à 2013 et depuis 2014, je suis à la direction jusqu'à ce jour. Et l'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que je vais être là pour encore un autre long moment. Alors, il est fort possible que nous nous retrouvions pour célébrer les 50 ans de la revue. Merci Roxane. Moi-même, c'est vrai, je ne me suis pas présentée, mais Elodie Simard-Houd, nouvelle professeure à l'UQTR en littérature française du 20e siècle depuis juin 2020 et donc co-directrice adjointe de la revue Tangence depuis juin dernier. Donc c'est tout nouveau. Je suis très heureuse de me joindre à cette équipe. Je vais dire quelques mots de Robert Dion puisqu'il n'est pas avec nous. Donc Robert Dion, lui, est professeur titulaire de littérature française et québécoise à l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse aux fictions contemporaines, à la biographie littéraire dans leur dimension esthétique et poétique. Récemment, il a ajouté à ses intérêts de recherche la question de l'écriture de la personne réelle en contexte de fiction, qui a donné lieu à la publication de Des fictions sans fiction ou Le partage du réel. Et il a été directeur de la revue Urgence, qui est devenue Tangence, comme on l'a vu tout à l'heure dans sa capsule, de 1991 à 1994. Donc, maintenant que chacun s'est présenté, pour le premier tour de parole, j'aimerais vous inviter à évoquer le numéro de Tangence que vous avez choisi, qui a été publié au cours de votre mandat à la revue, en expliquant en quoi celui-ci éclaire la ligne éditoriale de Tangence à la croisée de la littérature, des arts et des sciences. Et comme je vous propose de faire un parcours chronologique, on va commencer par entendre d'abord Robert Dion, puis ensuite Lucie, Marc-André et Roxane. Alors, bonjour. Merci de cette invitation à participer au 40e anniversaire de la revue Tangence. Je voudrais d'abord exprimer, bien sûr, mon regret de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour évoquer donc cet anniversaire très important
d'une revue à laquelle j'ai eu le bonheur d'être lié de 1989, qui est la date de mon embauche à l'UQAR, jusqu'en 1994, quand j'ai cessé de la diriger. Je rappelle que j'ai été le directeur de cette publication de 91, donc en 1994, mais que j'y étais avant et que j'ai continué ensuite de m'y intéresser et de faire partie de son comité de rédaction. Alors, durant mon mandat, plusieurs dossiers ont été publiés qui m'ont tenu particulièrement à cœur. Bien sûr, ceux que j'ai co-dirigés, je pense par exemple à Interdiscursivité dans l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, ou encore à ceux auxquels j'ai participé, par exemple la fiction postmoderne. Mais la livraison à laquelle je voudrais m'arrêter maintenant, et pour laquelle j'ai une tendresse particulière, je dois dire, c'est le numéro 35, qui a pour titre des écritures à lire, qui est le premier, je dirais, de la nouvelle formule Tangence à l'époque. Alors, pour marquer le coup de la transition d'urgence à Tangence, nous avions alors pensé, la secrétaire de rédaction Elisabeth Ashbar et moi, à un dossier qui signerait la nouvelle formule de la revue, qui s'appuyait certes sur l'héritage d'urgence, mais qui, si vous avez jeté un petit coup d'œil au numéro, qui ont précédé le premier numéro de Tangence, mais qui proposait donc une bifurcation, je dirais, majeure. Alors, d'urgence, nous voulions retenir, je parle d'un héritage, l'intérêt pour, je dirais, les pratiques hors normes. Nous voulions aussi préserver cette liberté d'une revue relativement confidentielle pour aborder des sujets plus nichés, au croisement des arts et de la culture, au croisement de la littérature et des autres disciplines. Tangence marquait toutefois une rupture avec la création littéraire, qui avait été, au départ, même l'essentiel du mandat d'urgence. Si le premier numéro qui a été publié sous ma direction ressortissait à la création, c'était le numéro Poésie parallèle France-Québec, préparé par Paul Chanel-Malenfant, ce fut cependant le tout dernier. Le second numéro que j'ai dirigé, qui est le dernier d'urgence, Mythes et romans de l'Amérique, donnait déjà une idée de la formule qui allait marquer, je dirais, Tangence. Et déjà, donc, le tournant était d'une certaine façon bien amorcé. Mais c'est avec le premier numéro de Tangence, des écritures à lire, donc, que ce tournant que nous prenions fut, je pourrais ainsi dire, franchement affirmé. Des écritures à lire émanaient du groupe Aster, l'atelier de sémiotique du texte religieux. C'était un groupe de théologiens et de littéraires qui s'adonnait à l'époque à une lecture grémacienne de la Bible. Ce groupe Aster constituait déjà un point de rencontre entre biblistes et spécialistes de la littérature, et ça nous avait beaucoup intéressés. C'est pourquoi nous avions pensé leur commander un numéro. Le responsable du numéro, et qui était membre du groupe Aster, Jean-Yves Thériault, était un collègue de l'UQAR que j'appréciais beaucoup et dont nous lui avions proposé de préparer un numéro pour la nouvelle formule d'urgence. C'est un numéro qui nous excitait beaucoup et pour plusieurs raisons. Premièrement, nous trouvions, je dirais, un brin provocateur de lancer une nouvelle revue d'études littéraires en nous reposant sur l'expertise de biblistes et de théologiens. En même temps, nous étions convaincus de l'intérêt de lire des textes qui sont au principe de notre civilisation et de les lire comme des textes avant tout et même comme des textes littéraires. Si donc les écritures dont il était question, les textes de la Bible, étaient bel et bien à lire
comme le disait l'énoncé du numéro, et non pas forcément à croire, par exemple. Et les titres d'articles en témoignent bien. J'en veux pour preuve un article qui s'intitulait « Le visage littéraire de la Bible », un autre « Jeu biblique d'intertextualité », un autre « Bible et littérature », et ainsi de suite. Ce projet, de surcroît, nous semblait tout à fait dans la ligne que nous voulions pour la suite de la revue, et c'est une autre raison pour laquelle il nous excitait, c'est-à-dire qu'il ressortissait à une approche interdisciplinaire, qu'il abordait, je dirais, un thème inattendu, et qu'il constituait aussi une façon de mettre en relief le milieu universitaire rimouskois, puisque quelques collaborateurs étaient issus de l'UQAM, mais aussi il constituait également une ouverture sur les milieux extérieurs, puisqu'ils avaient fait appel à plusieurs spécialistes d'autres universités. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ce numéro est cher à mon souvenir. Je dirais d'abord la qualité des articles et leur cohérence. Les collaborateurs à ce dossier alliaient une érudition évidemment sans faille à une nette volonté de jeter une passerelle vers les littéraires et à travers eux une passerelle vers le lectorat de la revue. Ce souci pédagogique qui se manifeste partout dans ce numéro permettait de lire les textes bibliques à la fois dans leur spécificité de texte ancien et dans leur modernité, bien sûr, parce qu'ils continuent évidemment d'imprimer leur marque sur nos récits, sur nos valeurs, sur nos croyances et même sur nos comportements. Un autre bon souvenir, c'est la facilité, je dirais l'aisance avec laquelle ce dossier a été constitué et édité. On sait que parfois de très beaux dossiers peuvent être le résultat, je dirais, d'un travail ardu et difficile. Là, c'était pas du tout le cas. C'est un beau dossier qui est issu d'un travail aisé, agréable, et on s'était très bien entendu, aussi bien avec l'éditeur scientifique Jean-Yves Thériault qu'avec les auteurs, et ça, bien sûr, ça fait partie des beaux souvenirs de cette publication. Enfin, et je terminerai là-dessus pour l'anecdote, pour lancer ce premier numéro de Tangence, nous avions réussi à avoir accès au salon de l'archevêché de Rimouski, une très très belle salle dans un très beau bâtiment rimouskois, un endroit plutôt fermé en général, et l'accueil que nous avait fait l'archevêque et l'archevêché avait été grandiose, et tout le gratin ecclésiastique et universitaire de la ville avait été au rendez-vous. Ça avait donc été une très très belle fête, et une fête qui a lancé en grande pompe la nouvelle formule de la revue. Voilà. Merci à Robert d'être là avec nous. J'ai évoqué pour nous un numéro intéressant parce que je pense que c'est un numéro qui cristallisait ce qui allait vraiment devenir l'identité de la revue et avec lequel peut-être on tisse certains échos ce soir en se situant dans un lieu aussi particulier qui n'est pas un archevêché, mais qui est quand même un lieu significatif et symbolique qu'on a choisi justement parce qu'il évoquait la ligne éditoriale de la revue. À moins que vous ayez envie de réagir spontanément à la capsule de Robert, je crois qu'on va poursuivre avec Lucie. Bonsoir à tous. Lorsque ma collègue Mélodie m'a interpellée à l'effet de participer à une table ronde commémorant le 40e anniversaire de la revue Tangence, spontanément, j'ai répondu par l'affirmative. Voici pourquoi. J'ai œuvré à titre de directrice de la revue de l'an 2000 à 2007. Ces 7 années riment avec ce que j'appelle de façon quelque peu caricaturale la logique des 4 P, soit la persévérance, la patience et la productivité, se conjuguant invariablement à un plaisir continuel. Ces 4 mots, à partir desquels je pourrais formuler quelques vers et construire un semblant d'acrostiche, représentent avec justesse
diverses phases de mon passage à la revue, un passage mémorable sur plusieurs plans. Ce dont je me souviens avec le plus d'intérêt et de bonheur lorsque j'ai agi à titre de directrice de la revue sont des dossiers qui se situent en droite ligne avec le thème de la table ronde d'aujourd'hui, soit le décloisonnement des savoirs. Il faut dire qu'à titre de chercheur, l'interdisciplinarité, l'interdiscursivité et les pratiques qui en découlent ont toujours suscité mon intérêt. Véritable carrefour transdisciplinaire, Tangence a pour vocation de favoriser la polyvalence et la diversité des thèmes dans un contexte de revue savante s'adressant à des spécialistes et aux jeunes chercheurs. Mon premier contact avec la revue fut donc à titre de chercheur en 1999. Laissez-moi vous brosser rapidement le portrait de cette époque. À la fin des années 1990, des échanges féconds s'amorçaient au sein du réseau UQ pour développer, en collaboration avec l'UQAR et l'UQAC, un doctorat conjoint en lettres. Vous connaissez la suite. Une véritable conjointitude s'est instituée depuis au sein du réseau UQIST, offrant un modèle unique quant à l'offre de formation au cycle supérieur en lettres. Vous comprendrez que les travaux que nous avions déjà mis en branle avec nos collègues de l'UQAR pour travailler conjointement avec l'UQTR au prolongement de la production d'une revue savante née à l'UQAR, faut-il le dire, s'avérait proactif et quasi visionnaire dans l'optique des programmes d'études supérieures à venir. Nos efforts de collaboration participaient d'emblée à réunir les forces vives de deux constituantes de l'UQ afin d'élaborer un projet commun. En 1999, mon collègue immédiat, Marc-André Bernier, et moi-même, de concert avec les professeurs André Gervais et Louis Hébert de l'UQAR, avions obtenu une subvention du programme FODAR pour entamer des pourparlers exploratoires à cet effet. Toujours à la même époque, soit en 1999, j'ai préparé et dirigé un dossier s'inscrivant au cœur même de la mission Tangence. C'est à ce moment que Savoir et littérature du numéro 61 a été conçu. Pendant que nous vivions la conjointitude dans ses premiers balbutiements, nous anticipions avec la même euphorie de joindre hardiment notre collaboration ucutérienne à la vénérable expertise de nos collègues de l'UQAR pour une implication conjointe à Tangence. Le dossier Savoir et littérature, qui témoigne de ma première expérience avec la politique éditoriale de la revue, suggère en soi le choc des disciplines et de nombreux points de convergence entre celles-ci. Composé de 6 articles, le dossier aborde le dialogue d'un roman québécois contemporain avec des écrits philosophiques issus de l'époque présocratique, les rapports inédits entre la littérature et l'histoire des sciences, le statut épistémologique de la sensation dans un texte du XVIIIe siècle, la fonction du discours scientifique dans des textes poétiques, les limites de la science évoquées dans un roman américain au XXe siècle, la philosophie du nominisme et le rasoir d'Occam, figurés dans l'écriture proustienne, autant d'études qui illustraient avec brio un questionnement sur la littérature à la tangente des autres savoirs. À la suite de cette expérience enrichissante, il devenait naturel pour moi d'accepter la direction de la revue du côté de l'UQTR, et ce, dans un contexte institutionnel favorisant une collaboration des constituantes au sein du réseau. En l'an 2000, nous avons obtenu une seconde subvention équipe du FODAR pour Tangence. Or, le premier numéro où j'ai agi à titre de directrice, aux côtés du directeur adjoint, mon collègue immédiat Marc-André Bernier, et de nos fidèles acolytes de Rimouski, André Gervais et Louis Hébert, était le numéro 62. Assorti d'un dossier complété sous la direction de Lucie Joubert de l'Université d'Ottawa, le numéro s'intitulait « Parentèle ».
Paru au printemps 2000, il s'agissait d'un dossier portant sur les filiations et les parentés reproduites dans les textes littéraires. Ce dossier avait l'originalité d'identifier les ressemblances ou les profondes différences qui marquent les écritures des membres d'une même famille. On pouvait y lire notamment l'histoire des relations orageuses entre deux femmes de lettres qui étaient Adèle et Gabrielle Roy, décrites comme deux sœurs ennemies par Laurie Saint-Martin. Tout bien considéré, le numéro incarnait la posture éditoriale de la revue, alors que l'ensemble des articles y traitaient de la problématique de l'écriture et des figures familiales et matrimoniales qu'elle met en discours. Les numéros qui ont suivi jusqu'à l'été 2017 ont résulté du travail de la merveilleuse équipe avec qui je collaborais et qui s'avère encore aujourd'hui l'un des plus beaux souvenirs de ma vie professionnelle. Depuis la parution du numéro 62 au printemps 2000 jusqu'à celle du numéro 84 à l'été 2007, les réunions de notre équipe se déroulaient toujours dans une atmosphère conviviale et détendue. À nos discussions ayant trait au calendrier des numéros, aux étapes multiples et complexes du travail éditorial, à la préparation matérielle et à l'impression des dossiers, aux importantes demandes de subventions à compléter, s'ajoutait le plaisir de travailler en équipe et d'énormes éclats de rire. Certes, si j'avais à résumer mes fonctions de directrice de la revue aujourd'hui, ce serait l'apprentissage de compétences sur le plan éditorial, ayant exercé ma patience et ma persévérance, conjuguée à beaucoup de plaisir pour souscrire à l'objectif de productivité que nous nous fixions annuellement, la logique des 4 P. Il y avait de quoi se réjouir, puisqu'en 2005, nous obtenions une subvention de 30 000 $ du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada dans le cadre du programme d'aide aux revues savantes. Aujourd'hui, en ce 40e anniversaire de Tangence, je puis affirmer avoir eu la chance d'œuvrer comme directrice de la revue dans un moment fort de son histoire et de son évolution, tout comme mes collègues ici présents en auront vécu, j'en suis persuadée. Merci. Merci beaucoup, Lucie. C'est une évocation qui me donne du cœur au ventre pour la suite des choses. Et comme tendu naturellement le relais à Marc-André, parce que je suis allée faire ma petite enquête et j'ai vu, tu lui as lancé un regard en coin, mais on peut peut-être le dire pour les gens dans la salle, que Marc-André avait participé au numéro 61, Savoir et littérature. C'est lui qui est l'auteur de l'article sur le sensualisme dans la philosophie et la littérature du 18e siècle. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Marc-André. Oui, ça me rappelle. D'ailleurs, en vous écoutant, plein de souvenirs me reviennent. L'un, peut-être, qui est à l'origine de cette direction conjointe entre l'UQAR et l'UQTR et qui permettra d'entrée de jeu de remercier les collègues de l'UQAR de la générosité qui a été la leur en nous demandant de nous associer à la direction de la revue. Et puis, ça remonte à une anecdote. Souvent, la grande histoire, avec un grand H, celle de Tangence, suppose des épisodes qui sont de l'ordre de l'anecdote. Une anecdote ô combien révélatrice qui est à l'origine donc de cette direction conjointe. Nous avions une réunion à Québec entre nos différents départements pour discuter de la création du programme de doctorat conjoint. Et le hasard de l'allocation des chambres avait fait en sorte que ma chambre était à côté de celle d'André Gervais. Et il se trouvait également qu'il y avait une porte mitoyenne qui facilitait les communications entre ces deux chambres. Et du coup, c'est en découvrant cette porte mitoyenne, André et moi, qu'à l'occasion d'un verre que nous prenions sur le seuil, nous avions évoqué cette possibilité qui, par la suite, a donné lieu à cette alliance. Alors, donc, merci encore à la générosité des collègues de l'UQAR. Sinon, de mon côté, pour ma part, il y a un numéro que je voulais évoquer, qui, je crois, permet de revenir sur certains aspects de l'histoire de cette alliance entre savoir et littérature que la revue cherche à incarner. Et le numéro sur lequel je voudrais revenir et attirer l'attention ce soir est un numéro paru à l'été 2006. C'est le numéro 81, paru sous la direction de Sébastien Charles, qui d'ailleurs à l'époque était professeur de philosophie
à l'Université de Sherbrooke. Donc, un philosophe qui, dans une revue de littéraire, porte un numéro, ça me semblait assez emblématique de cette ouverture interdisciplinaire qui nous caractérise. Et Sébastien Charles avait proposé un numéro dont le titre est le suivant, je l'ai amené, « Libertinage et clandestinité à l'âge classique ». De manière à comprendre en quoi ce numéro intéresse la question des rapports entre littérature et savoir, je vais peut-être, étant donné le temps qui m'est imparti, ne commenter que le titre. Libertinage et clandestinité à l'âge classique. Et je crois que le commentaire du titre va suffire pour évoquer l'un des âges, l'une des périodes, l'une des figures que peut prendre les rapports entre littérature et savoir. Ça me permettra aussi au passage d'évoquer rapidement la table des matières et les articles qui forment ce numéro. Alors, le titre, il y a deux éléments, libertinage et clandestinité. Dans le cas de libertinage à l'âge classique, déjà d'entrée de jeu, on a un terme qui inscrit la réflexion dans une perspective multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Je rappelle simplement, libertinage vient d'un mot latin libertinus, qui à Rome désignait les esclaves affranchis. Et dans l'idée de libertinage, à l'âge classique, c'est-à-dire au XVIIe et XVIIIe siècle, demeure toujours présente à l'esprit cette idée d'affranchissement, dans l'idée de libertinage. Mais cet affranchissement, tel qu'on le conçoit au XVIIe et au XVIIIe siècle, il est toujours de deux ordres, présente toujours deux dimensions indissociablement liées. On parle d'abord de libertinage d'esprit, et lorsqu'on parle de libertinage d'esprit, ça concerne essentiellement ce qu'on nomme également les libertins érudits, les libres penseurs. Ceux qui, comme disait Paul Valéry à propos de l'histoire de ce terme de libertinage, prétendaient avoir affranchi leurs pensées. L'autre sens de libertinage, c'est le libertinage de mœurs. Ceux qui désignent ceux, je reprends encore la définition de Paul Valéry, ceux qui prétendaient avoir affranchi leur conduite de toute chaîne. Alors, vous voyez donc, il y a ces deux aspects dans l'idée même de libertinage. Une libre conduite en matière de mœurs, une libre conduite dans le gouvernement de la pensée. Alors, vous voyez, d'entrée de jeu, l'idée même de libertinage invite à penser la littérature dans ses rapports avec l'histoire de la pensée, notamment l'histoire des idées, l'histoire philosophique. C'est particulièrement le cas d'un certain nombre de textes qu'évoquent les collaborateurs de ce numéro. Je pense notamment à Jean-Pierre Cavaillé, qui évoque par exemple un texte « Alcibiade à l'école », de manière très emblématique de la littérature libertine des XVIIe et XVIIIe siècles. Il s'agit d'un double apprentissage, c'est-à-dire d'une école de l'éducation sexuelle et de l'affranchissement sur le plan des mœurs, doublé, comme toujours dans ce qu'il s'agit de textes libertins au XVIIe et XVIIIe, d'un apprentissage philosophique. Alors, c'est une structure qu'on va retrouver d'Alcibiade à l'école au XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe dans les grands romans libertins de la fin du XVIIIe siècle, ceux de Sade, où c'est bien connu, alternent scènes érotiques et scènes de dialogue philosophique qui pourraient figurer dans un entretien philosophique, tout ce qui est un peu plus sérieux. Alors voilà donc, d'entrée de jeu, un thème favorable à ces chassés-croisés, à cette manière d'interroger la littérature à partir des idées, notamment philosophiques. Je dois vous dire que j'ai accueilli ce numéro avec particulièrement de bonheur, puisque j'avais moi-même consacré ma thèse de doctorat à cette question du libertinage, et j'avais marqué d'entrée de jeu en quoi le libertinage supposait un questionnement de la littérature à partir des savoirs, perspective, si on veut, épistémo-critique, le titre de la thèse étant « Libertinage et figure du savoir ». Donc précisément, la posture qu'on retrouve également dans cette revue, qui conçoit le libertinage dans cette double dimension de libertinage d'esprit et de libertinage de mœurs. Et ça m'amènerait à la première conclusion que permet le commentaire de ce titre. Ma première conclusion, ce serait que on voit à quel point la littérature gagne à être envisagée à partir d'une histoire des idées. Dans le cas du libertinage, ça lui a permis un renouvellement en profondeur de la critique qui a arraché tout ce corpus à une critique traditionnelle qui avait tendance à assimiler libertinage de l'âge classique, disons, à dévergondage aristocratique. Et de ce coup, la réintégration
du libertinage dans la critique littéraire des 40 dernières années est passé essentiellement par ce double ancrage dans un libertinage de mœurs, un libertinage d'esprit. Deuxième partie du titre maintenant, rapidement, le temps file, clandestinité à l'âge classique. Toute la littérature des XVIIe, XVIIIe siècles présente une particularité qui est de fonctionner sous un double régime, qu'on appelle, que les historiens de la littérature appellent régime ésotérique et régime exotérique. Alors, régime exotérique, c'est ce qui se publie officiellement avec privilège du roi, qui circule dans la légalité. Le régime ésotérique, c'est l'univers englouti de la littérature des XVIIe et XVIIIe, univers important parce que au XVIIIe siècle, par exemple, la moitié du marché du livre, est clandestin. Vous voyez, on n'imaginerait pas aujourd'hui que la moitié du commerce du livre soit illégal, ce qui est le cas au XVIIIe siècle. Donc c'est un continent émergé, mais quel continent, hein? Un continent immense que celui de la clandestinité. Et il peut prendre plusieurs formes, celui de l'histoire de l'imprimé, il y a toute une part de l'imprimé clandestin. C'est pas tant celui auquel s'intéresse ce numéro. Ce numéro va s'intéresser surtout à la circulation clandestine des idées et des textes sous la forme du manuscrit. Alors, ce qu'on appelle les manuscrits philosophiques clandestins, un immense corpus formé de textes très divers qui portent souvent des titres flamboyants, la foi anéantie, le traité des trois imposteurs, les trois imposteurs étant Moïse, le Christ et Mahomet, le christianisme dévoilé, vous voyez, des textes extrêmement militants. Je vois ici Kylian qui fait son mémoire de maîtrise sur l'un de ces textes qui s'appelle Épître à Uranie, manuscrit philosophique clandestin, dont on vient de découvrir d'ailleurs une nouvelle copie à Sherbrooke, étonnamment. Voilà. Cet univers de la philosophie clandestine qui correspond à l'univers d'un important moyen de mode de diffusion des idées au XVIIe, XVIIIe, j'en avais pris connaissance moi-même dans un séminaire en 1994 que donnait Olivier Bloch. C'est là que j'avais appris d'ailleurs, c'est là que j'avais commencé à m'intéresser au rapport entre littérature et clandestinité et de ce fait à interroger la littérature cette fois à partir d'une histoire culturelle, d'une histoire sociale, puisque l'idée même de clandestinité renvoie à des catégories qui sont sociales, culturelles, mais aussi des métiers. Quand on s'intéresse, par exemple, aux manuscrits philosophiques clandestins, il faut les dater. Alors, on s'intéresse à l'histoire du papier. On apprend notamment que la décadence de l'industrie papetière commence après le XVIIIe siècle, à partir du moment où on passe avec la fibre ligneuse, alors qu'au XVIIIe siècle, on avait de l'excellente fibre faite avec du tissu, et ça ne jaunissait pas. Résultat, les livres du XVIIIe sont en un excellent état. On apprend toutes ces choses, et bref, interroger la littérature des XVIIe, XVIIIe à partir d'une idée comme celle de clandestinité invite à réfléchir à la littérature à partir d'une histoire, d'intégrer l'histoire de la littérature à une histoire culturelle, à une histoire des sciences, des métiers, des arts. C'est le grand apport que peut représenter. Et les gens de ce séminaire de 1994, ce sont tous ceux qui se retrouvent dans le numéro de Tangence, à commencer par Miguel Benitez, Maria Susana Seguin, Olivier Bloch, Antonella Del Prete. Alors, vous voyez comment l'histoire de la revue s'est constituée aussi à partir d'histoires, de parcours intellectuels, et dans ce cas-ci, l'histoire des manuscrits philosophiques clandestins. Je terminerai peut-être sur une dernière remarque sur ce qu'apporte à l'histoire de la littérature la prise en compte d'une histoire sociale et culturelle que met en cause l'idée même de clandestinité. J'en prendrai pour exemple Olivier Bloch, qui dans son article, dans l'article qu'il consacre et qui animait le séminaire de 1994 sur les manuscrits philosophiques clandestins, consacre un article à Molière et la philosophie clandestine. Molière, jeune homme, fréquentait les cercles épicuriens, les cercles de la philosophie clandestine. Et à partir de cet article, il montre comment l'essentiel des problèmes que pose le théâtre de Molière, il insiste notamment sur un aspect, le fait que dans le théâtre de Molière, le comique tient presque toujours au problème de communication. Problème de communication entre les générations,
problème de communication entre des gens qui ont des valeurs différentes, des idées différentes, et il montre comment, en même temps, c'est le problème essentiel de la philosophie de cette époque. Comment communiquer, comment se faire comprendre des autres, comment interpréter l'autre, et c'est cette question qu'il approfondit à l'occasion de cet article. Il prend un exemple, celui du misanthrope de Molière. Vous savez, ce misanthrope, c'est ce personnage qui, au début de la pièce, déclare à propos de la nature humaine, j'ai voué à la nature humaine une effroyable haine. C'est de là ce personnage du misanthrope. Il déteste la nature humaine. Pourquoi la déteste-t-il? Parce que la nature humaine nous porte sans cesse à mentir. Les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent. Et dans le misanthrope, c'est une pièce qui met en scène un personnage qui décide de dire ce qu'il pense aux autres. Vous pouvez imaginer les catastrophes et les effets comiques qui s'en suivent. La leçon de cet article consiste à montrer que si Molière a mis en expérience une idée comme celle de la misanthropie, c'est en grande partie parce qu'il était lecteur de manuscrits philosophiques clandestins et que la littérature venait en quelque sorte mettre en scène, porter un problème philosophique sur la scène. Peut-on communiquer dans toute transparence ou non? Et on s'aperçoit alors comment, sans la littérature, ce problème philosophique de la communication des idées, de la communication à l'autre, et devient à peu près impensable si on ne le met pas en récit. Comment répondre à la question, doit-on toujours dire la vérité aux autres, sans une mise en récit, sans une expérience de pensée, autrement dit, qui vient montrer la difficulté que peut représenter la pure transparence. Et la pièce met en scène les innombrables problèmes que s'attire Alceste, le personnage de cette pièce, en disant la vérité aux autres. Et on voit donc dans cet exemple, je crois très bien, ce que permet de faire les rapports entre science, histoire des idées et littérature, faire de la littérature un espace qui est un lieu d'expérience de pensée, parce que c'est un lieu de réflexion savante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc-André, pour cette présentation très riche d'un numéro. Je pense qu'il montre très bien comment la perspective interdisciplinaire peut renouveler le regard qu'on porte sur des objets, sur une période. Je me demande si la revue n'est pas à cet égard un observatoire intéressant, peut-être parce qu'à cause de sa périodicité, elle est capable d'être toujours en prise sur les dernières perspectives en recherche aussi. Et je parle de ça parce que je crois que le numéro que tu vas évoquer, Roxane, est justement très actuel. Oui. Alors, bon, je vais essayer d'ajuster le micro pour être certaine que vous m'entendiez malgré ce bruit d'industrie. Donc, j'espère que j'y arriverai. Voilà. Alors, j'aurais pu, je dois dire, choisir le numéro qui célèbre notre 40e anniversaire, mais puisque ça sera l'occasion du lancement un petit peu plus tard dans la soirée, j'ai décidé de privilégier plutôt le dossier 119 qui s'intitule « Filles dans l'imaginaire littéraire au Québec, 1980-2015 ». Donc, c'est un dossier qui est paru en 2019 sous la direction d'Eftia Mielakis. Et j'ai choisi ce dossier parce qu'il me semble assez représentatif du rôle que tient actuellement la revue et de sa politique éditoriale qui est d'étudier la littérature au contact d'autres savoirs. Alors, je dirais qu'en plus d'être remarquable à de nombreux égards, j'ai choisi de le présenter car il me fait ressortir une ligne directrice qui a traversé de très nombreux plusieurs dossiers tout le moins, au fil des ans, soit la question des femmes, vous en doutez, qui sera donc abordée sous différents angles, périodisation et enjeux. Donc, avant de présenter le numéro 119, je vais évoquer vraiment très brièvement quelques dossiers, mais pour montrer l'espèce de filiation intellectuelle qui se crée au fil des dossiers, comme si à l'occasion on avait des jeux d'écho, de réponses, de complémentarité, comme si certains dossiers inspiraient des problématiques qui sont reprises par la suite avec d'autres chercheurs. Et le cas donc du numéro 119, je crois qu'on peut faire cet exercice et l'inscrire donc dans une tradition au sein même des dossiers de la revue Tangence. Alors très brièvement, j'évoquerai peut-être tout d'abord, parce que je me suis concentrée là, sur la période où j'étais à la revue. Donc je débuterai peut-être avec le numéro 77, Masque et figure du sujet féminin au 16e et 17e siècle, qui est paru sous la direction de Claude Lacharité.
Alors, à partir de la notion d'éthos féminin, les articles de ce dossier examinent quelle représentation de soi s'élabore dans les textes composés par des femmes et comment celles-ci participent à la dynamique des œuvres mettant en scène des personnages féminins. Alors, peut-être une première occurrence. Je pense aussi au numéro 94 en 2010, Les femmes et le pouvoir dans la littérature au 19e siècle, sous la direction de Cynthia Harvey. Alors cette fois, ce sont les prises de position des femmes dans l'espace public au 19e siècle qui permettent de penser et d'illustrer le rapport des personnages féminins avec différentes institutions qui structurent l'univers social. Quant au dossier 103, Polygraphie du corps dans le roman de femmes contemporain, qui a été dirigé par Andrea Oberhuber, il part du constat selon lequel l'écriture des femmes accorde une place particulièrement centrale au corps féminin comme vecteur social et politique, puis montre comment les autrices et créatrices sont à présent en quête de nouvelles formes d'écriture propices à accueillir une réflexion sur l'objet corps. Alors, on le voit, la question des femmes, sa prise de parole, son écriture, son rapport au corps, au pouvoir, est une préoccupation constante qui tient sans doute au fait que la revue Tangence a pour mandat de servir de lieu de convergence entre la littérature et différents savoirs. Et donc, à ce titre, elle est tout indiquée pour accueillir les dossiers qui abordent des enjeux sociaux, historiques, politiques, culturels, littéraires, liés notamment à la problématique des femmes. Et c'est précisément le cas du dossier numéro 119 sur lequel je vais dire quelques mots à présent. Donc, Filles dans l'imaginaire littéraire au Québec possède de très nombreuses qualités à mon avis. D'abord, il porte sur un sujet extrêmement pertinent, donc ce que Mélodie soulignait à l'instant, un sujet pertinent en phase avec plusieurs des orientations les plus récentes des courants féministes. Je pense que vous avez tous en tête le mouvement Moi aussi, les intersections avec les études de genre, les études postcoloniales ou décoloniales, ou portant sur les femmes autochtones, l'hypersexualisation des jeunes filles, leur représentation sérielle dans la culture populaire, etc. Alors, outre la variété des perspectives abordées, le corpus est aussi envisagé hors des cadres d'une seule nation ou d'une seule génération, qui est également un des mandats de la revue. Alors, en effet, les articles permettent de toucher à différentes questions, soit la minorité afro-canadienne, les représentations queer, l'immigration latino, l'américanité, les femmes autochtones, le viol, la prédation, etc., tout en faisant dialoguer des autrices majeures, mais de différentes générations. France Théoret, Nicole Brossard, Hélène Monette, Catherine, plus près de nous peut-être, Catherine Mavrikakis, Naomi Fontaine et Marie-Hélène Poitras. Alors cette diversité, cette ouverture, je dirais qu'elle se reflète également au sein des collaboratrices qui ont participé à ce numéro et qui sont rattachées à des universités situées en Arizona, au New Hampshire, au Manitoba, au Québec et en Ontario. Et à ce sujet, vous me permettrez de citer la directrice du dossier, donc Eftia Mielakis, qui vient de l'Université de Brandon au Manitoba, lors d'un échange courriel qu'il y a eu entre nous. Alors, je la cite. « J'ai pris le temps de bien lire tous les documents ci-joints et tiens à vous remercier de la diligence et de l'attention que vous avez apportée à ce dossier. Cela justifie de nouveau à mes yeux à quel point Tangence est le lieu de publication tout indiqué pour ce dossier. » Alors, bien évidemment, c'est flatteur et agréable à lire, mais outre cet aspect, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce commentaire témoigne surtout des liens durables qui se tissent entre la communauté des chercheurs et des universitaires en Amérique et peut-être plus particulièrement ici, dans ce cas, Canada, États-Unis, Québec. Et je crois que ça montre aussi la réputation dont jouit la revue Tangence, non seulement au Québec, mais hors de notre nation. Alors, c'est peut-être cela qui fait que Tangence est une revue très prisée par la communauté des chercheurs, que ce soit pour y publier leurs recherches, leurs travaux, ou pour nous, pour y travailler en tant que membre du comité de direction. Alors, j'aurais pu faire le même exercice et je vais vous faire grâce de le faire devant vous là, pour ne pas être tiré, mais on pourrait quand même peut-être souligner quelques lignes directrices qui reviennent d'un dossier à l'autre. Je dirais peut-être la perspective d'histoire littéraire, où
aborder une problématique de manière transséculaire. On sent que c'est une constante tout au long de l'histoire de la revue. Alors, en vrac, je penserai rapidement au numéro 102, qui fera sourire peut-être ma collègue ici dans la salle, l'histoire littéraire du contemporain. Le numéro 106, Penser la Révolution française, auteurs et textes oubliés. Le numéro 110, l'anachronisme nécessaire, le Moyen-Âge moderne et contemporain. Ou le numéro 116, expérience de lecteur, la réception d'auteurs antiques à la croisée de l'histoire et de la littérature. J'aurais pu encore parler aussi de la question de la lecture, des théories de lecture, qui a été abordée périodiquement de manière régulière tout au long de ces années. Le numéro 107, par exemple, des communautés de lecteurs, de Jean Paulhan à Jacques Rancière, le numéro 112, les trajets de la lecture, ou le numéro 120, le devenir souvenir du roman, poétique de la lecture romanesque. Enfin, je terminerai, certains dossiers ont même affiché de manière très officielle, très réclamée, les filiations qui permettent à certains dossiers de se répondre et de se compléter. C'est le cas, par exemple, du assez récent numéro 117, Nouvelle solidarité en littérature franco-canadienne, qui poursuit la réflexion amorcée en 1996 et en 1998 au sein des dossiers Tangences, postures scripturaires dans la littérature franco-canadienne, c'était le numéro 56, et le post-moderne acadien dans le numéro 58. Alors, vous le voyez, je pourrais continuer longuement, ce ne sont pas les choix qui manquaient. En fait, c'était très difficile de choisir quel dossier j'allais présenter, alors j'ai pris un peu cette voie de traverse pour me permettre d'évoquer certains dossiers qui me semblent marquants, mais aussi porteurs peut-être des grandes tendances, des grandes lignes politiques et éditoriales, oui, de notre revue. Alors, peut-être j'arrêterai là-dessus, puis s'il y a un deuxième tour de table, je reviens. Non, bon, voilà. Alors, je dis un seul mot sur pourquoi j'aime la revue Tangence, peut-être? Une minute. Très bien. Alors, comme je le disais, je vais conclure donc sur mon amour pour la revue Tangence. On a vu depuis tout à l'heure des témoignages de cette belle complicité entre nos constituantes. Et évidemment, c'est tout à fait réciproque et partagé. Mais là, pour l'anecdote, je vais peut-être juste raconter pourquoi moi, j'y suis attachée depuis si longtemps. Alors, certains partisans du Canadien ont le CH tatoué sur le cœur. Moi, c'est la revue Tangence. Et je dirais que ça tient peut-être au fait que ça a marqué ou accompagné plusieurs des étapes de mon cheminement, de mon parcours universitaire. Mais je retiendrai juste peut-être cet épisode. Le tout a commencé il y a de cela bien longtemps, lorsque je déposais mon mémoire de maîtrise et débutais mes études de doctorat. Mon directeur de thèse, Éric Michoulan, co-dirigeait avec Lucie Desjardins un dossier pour la revue Tangence intitulé « Les écritures de la morale au XVIIe siècle ». Alors, il avait écouté une conférence que j'avais donnée, avait apprécié la conférence et m'a invité à soumettre un article dans ce dossier. Ce que j'ai fait pour la toute première fois, le premier article que j'ai soumis et qui a eu l'insigne honneur d'être accepté, d'être publié par la prestigieuse revue Tangence. Alors, c'était, si vous avez la curiosité, juste le titre. Ça s'intitulait, attendez, oui, La pastorale sacrée ou la réécriture galante du Cantique des Cantiques. Peut-être un clin d'œil aux filiations entre religion, théologie et littérature. Alors, c'était en 2001, il y a de cela exactement 20 ans. Alors, je pense que c'était peut-être le saut pour dire que Tangence et moi étions prédestinés et que nous étions donc faites pour nous rencontrer l'une l'autre et donc collaborer pour les nombreuses années à suivre. Donc, si bien que je ne mentais pas quand je disais que Tangence est une revue très chère à mon cœur. Elle a un peu donné mon impulsion, si vous voulez, à mon parcours universitaire. Et je crois que la ligne éditoriale m'a accompagnée depuis mes tout débuts et que ça se poursuit ponctuellement maintenant au fil des différents dossiers auxquels je participe. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Merci, Vanessa. Très belle intervention qui est arrivée exactement au mi-temps de la durée de la revue, finalement, à ses 20 ans.
Pour 20 années encore. 20 années encore. Merci. Je pense que ton intervention était bien, puis ça éclairait dans plusieurs directions là, quels ont été les grands objets que la revue a traités entre ses pages. Et ça me rend fière de... C'est une revue que je connaissais un petit peu à travers certains numéros dont j'avais lu les articles pour mes recherches, mais j'apprends de plus en plus à la connaître et je suis très fière d'en faire partie. Et je trouve qu'elle a une ligne très cohérente et, comme tu l'as montré, un rayonnement international aussi. On peut en être fiers tous et toutes. Alors, je vous remercie tous les trois, d'ailleurs, chaleureusement. Robert Dion aussi, d'avoir participé. Toutes vos interventions étaient très intéressantes.